Bonjour, merci d'être venus nombreux pour assister à ce troisième forum qui est sur la thématique de l'habitat qui innove. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va échanger, donc le principe des forums, c'est d'échanger avec vous sur des thématiques qui se posent dans nos villes et dans les villes notamment qui participent à Réinventons nos cœurs de ville. Donc les forums ont été montés au départ pour ça et se sont élargis à toute la communauté de professionnels qui s'intéressent aux questions de redynamisation des villes moyennes. Et donc ces forums, en fait, on se réunit autour de bonnes pratiques qui puissent inspirer vos territoires et de bonnes pratiques qui sont déjà dans un certain nombre de territoires. Alors ces forums des solutions, donc qui sont thématiques, ils sont tous les mois. On a prévu 6 forums jusqu'en février, mais il y a une forte demande pour qu'on prolonge, donc on pense qu'on laissera passer 1 ou 2 mois, le temps des élections, mais qu'on repartira sur d'autres thématiques dès avril-mai. Voilà. Donc, nous sommes ici pour échanger avec vous sur de bonnes pratiques, sur des expériences, sur leurs limites, sur de bonnes idées. Et comme on veut beaucoup partager avec vous, donc vous verrez que vous aurez un grand temps de parole, on a choisi le lieu qui est un lieu qui est interactif et convivial. Alors, je me suis pas présentée, moi je suis Anne Vigne, je suis architecte urbaniste, je suis au plan urbanisme, construction, architecture. Il y a Hélène Peskin qui en est la secrétaire générale, c'est-à-dire la secrétaire permanente, c'est-à-dire la directrice, qui devait venir avec nous et qui s'excuse et qui regrette beaucoup, mais qui a eu un impératif de dernière minute. Alors, le PUCA, qu'est-ce qu'il fait? Le PUCA, au sein du programme national Action Cœur de Ville, donc qui est piloté par le préfet Roland Mouchel-Blaiseau, qui va nous rejoindre d'ailleurs dans l'après-midi. On accompagne en fait le CGET, donc qui pilote cette opération, et vous en avez des représentants ici en la personne de Clara Delmont et d'Arthur Courtry, d'ailleurs à qui vous pourrez discuter après. Et donc, on est là pour échanger. Alors, faut que je remercie la présidente de la CAPA et notamment Francis Rambert qui va animer avec moi, qui est de la CAPA, qui est directeur de l'architecture, qui va animer ces débats. Ce qu'on va donc, on cherche à vous présenter des réalisations qui sont un succès autour du thème donc inclusif et qu'on construit l'habitat innove. Vous pouvez aussi vous-même avoir des expériences et on attend de vous que vous les mettiez au débat, qu'on puisse les partager avec vous dans leurs limites, dans leurs réussites, dans les problèmes qu'elles posent, notamment sur le développement de ce type d'expérimentation. Et la règle du jeu, en fait, c'est une présentation, donc on va avoir plusieurs interventions. La règle du jeu, c'est 1 demi-heure en gros par sous-thématique, et c'est une présentation par un intervenant de 10 minutes, maximum 15 minutes, pour se laisser le temps, vous, de poser des questions et d'intervenir dans les échanges. Donc on se laisse à peu près 15 à 20 minutes débat. Et vous êtes déjà nombreux aujourd'hui, mais on va être encore plus nombreux en virtuel parce que je vous signale que ces rendez-vous sont filmés. Voilà, et vous les retrouverez après sur le site de la CAPA, du CGET et du PUCA. Et là, ils sont filmés, donc ils sont en ligne en temps réel. Voilà. Donc, j'introduis, je te donne la parole, Francis, pour intervenir, premier intervenant. Déjà, bonjour à tous, et on est très content de vous retrouver parce qu'on voit des visages là, commencent à être familiers de ce lieu et de cet exercice des forums des solutions. Vous avez pu voir l'exposition sur le logement social à Zurich. Donc dans la capitale de la finance, comment une ville peut développer justement des expériences très intéressantes de coopératives de logement social, donc comment il réinvente le logement social. Et là, à de bien plus petites échelles, nous allons aussi bien à Limoges qu'à Beaune, qu'à Moulins et dans d'autres villes explorer comment justement des expérimentations peuvent être développées aussi bien sur le logement intergénérationnel que le logement senior. Vous verrez, en fait, c'est un vaste sujet. Je pense qu'un seul forum des solutions ne suffira pas. Anne, ma chère Anne, il va falloir absolument qu'on fasse une série dans la série. Et on va commencer avec Monsieur Pierre-Charles Marais, donc qui est porte-parole d'Habitat
participatif, France et co-directeur de la SIC Regain en région PACA. Et il va nous faire une revue de projet. Alors, on lui demande un exercice terrible. C'est en fait en 10 minutes, un quart d'heure, de nous balayer un peu justement ces projets innovants dans la région. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous. En effet, l'exercice du temps est difficile, mais je vais essayer d'être bref et d'aller au cœur des problématiques pour qu'on ait le temps d'échanger. Moi, c'est Pierre-Charles Marais. Je viens en tant que porte-parole de l'association qui s'appelle Habitat Participatif France, qui est un réseau des acteurs locaux qui regroupe les acteurs citoyens de l'habitat participatif, et notamment des groupes projets qui ont déjà réalisé des projets, des acteurs publics, des professionnels, etc., pour développer l'habitat participatif en France. Et puis je me suis échauffé avec la visite de l'exposition qui partageait ces expériences à Zurich, parce qu'en effet, il y a des choses qu'on va retrouver, des dynamiques qu'on va vraiment retrouver en France et quelques-unes qui sont différentes. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, un peu d'éléments de définition. Donc, l'habitat participatif, c'est une démarche citoyenne qui provient d'un collectif de citoyens qui cherchent à se réapproprier le processus de production du logement, dans une optique essentiellement de porter une démarche écologique, de porter un projet de lien social, de vivre ensemble, qu'on va définir avec trois principaux éléments qui sont ceux qui sont vraiment partagés nationalement pour évaluer qu'est-ce qui est de l'habitat participatif et qu'est-ce qui est aussi des choses intéressantes mais qu'on ne définit pas comme de l'habitat participatif. Premier élément de définition, donc la conception de l'habitat par les habitants, ce qui implique par définition que les futurs habitants, ils sont là au début du processus de projet, notamment en phase de programmation. Deuxième élément des définitions, l'existence d'espaces ou d'équipements mutualisés qui sont le support du projet de vie collective, et puis une autogestion de ces parties communes qui va être réalisée par les habitants eux-mêmes. Et c'est bien pour ça qu'ils se regroupent. Alors, c'est donc un processus de projet et non pas une solution, une forme architecturale qui peut se décliner sur une palette extrêmement large. Un des principaux éléments pour bien les identifier, on pourra avoir des projets d'habitat participatif aussi bien avec des propriétaires qu'avec des locataires, même si ça va impliquer des montages différents. Et c'est d'autant plus intéressant quand il y a les deux, quand on arrive à mixer les deux. Et on va avoir toujours un équilibre avec des espaces privatifs qui sont les logements privatifs, qui sont le support de la vie privée, de l'intimité, qui vient en complément, ou plutôt qui vient être appuyé par des espaces communs partagés, ces fameux espaces mutualisés qui vont être le support de projets collectifs portés par l'ensemble du collectif d'habitants et qui vont permettre à ce groupe de vivre différentes expériences au quotidien. Et alors, j'emploie des termes assez généraux parce qu'en fait, il y a autant d'espaces communs qu'il y a de collectifs d'habitants. Puisqu'on est sur un processus de projet, c'est bien ce processus de conception qui réunit les habitants qui va permettre de mettre en œuvre une programmation qu'on a pu apercevoir dans les exemples de coopératives d'habitants à Zurich. La présence des futurs habitants en phase de programmation permet d'avoir des programmes mixtes et très variés qui vont aller de la chambre étudiante au T22 qu'on disait presque en blaguant, mais on va pouvoir prendre des risques, avoir des programmes beaucoup plus atypiques parce que les futurs usagers, ils sont là, ils sont engagés dans le projet dès le début, et puis parce que ces espaces mutualisés, ils vont vraiment être le reflet d'un projet de personnes qui choisissent de se regrouper parce qu'ils aiment la peinture, parce qu'ils ont des enfants et ils ont envie qu'ils jouent ensemble, parce qu'ils aiment jardiner, etc. Et donc ce projet commun qui va créer le lien social, il va vraiment dépendre de chaque collectif d'habitants. Alors ces futurs habitants au cœur du projet, ils définissent leur programme, ils participent à la conception avec leurs architectes, ils vont définir ces espaces qu'ils souhaitent mutualiser et ils vont établir eux-mêmes les modes de gestion et les règles de vie en commun, ce qui est en fait l'élément nécessaire pour un bon fonctionnement de ces espaces collectifs. Une fois entrés dans les lieux, ils vont donc partager et gérer ensemble ces locaux communs, souvent mutualiser certains équipements. Ces dynamiques
d'organisation des habitants, elles se prolongent dans la pratique par toutes ces bonnes idées et ce bon sens qui vient de l'organisation collective, en faisant des achats communs, en achetant des voitures, des outils en commun, etc. Et très souvent qui se traduisent par des activités qui s'ouvrent sur l'extérieur, et on va retrouver souvent dans les projets d'habitat participatif la map, l'entraide scolaire, etc. Parce qu'il y a des espaces communs, parce qu'il y a une capacité d'organisation. Donc le projet qui se construit au début à l'intérieur d'un collectif, il diffuse dans le territoire et il va apporter des éléments qualitatifs à son entourage. Et puis ces lieux, ce lien social et ces lieux de convivialité, ils sont supports de solidarité, de lien social qu'on peut vivre au quotidien. Alors, 3 grandes familles de projets qui permettent de réaliser des typologies de projets assez différents. La typologie vraiment historique, qui vient essentiellement, qui a commencé, on va dire, avec les castors dans les grandes lignes à l'après-guerre, c'est l'autopromotion qui consiste à regrouper des moyens pour produire collectivement de l'habitat privé. Donc le collectif d'habitants en autopromotion, il va autofinancer son projet, il va être maître d'ouvrage, il va avoir un très grand champ de liberté, puisqu'il construit pour lui-même, mais c'est aussi un montage qui a ses limites, dans le sens où il s'adresse à des personnes qui sont dans la capacité de porter un projet, et qui présentent, on va dire, qui requièrent de pas mal de compétences, d'engagement, de temps, etc. La deuxième grande famille de projets, c'est la coopérative d'habitants, qui est quelque chose d'encore un petit peu balbutiant en France. Il y a 6 projets réalisés et 6 projets en cours de réalisation, donc ça reste encore assez marginal. Mais quand on voit ce que dans d'autres pays européens ça peut donner en termes de milliers et de milliers de logements, il y a vraiment un potentiel très intéressant autour de la coopérative d'habitants, notamment en ce qui concerne l'accessibilité au logement. Et puis la forme qui se développe le plus depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle des projets mixtes qui vont associer un maître d'ouvrage professionnel, souvent c'est un organisme HLM, très souvent même une coopérative HLM, qui va s'associer autour d'une opportunité foncière et souvent d'une collectivité territoriale, porteuse d'un foncier et d'une demande en logement social et ou en accession sociale à la propriété, et qui va proposer la mise en place d'un projet qu'on pourrait voir sous un certain regard comme très classique, puisque ça va être un projet qu'un organisme social, donc avec une ingénierie de projet assez classique, mais sous un autre œil assez original, puisque l'organisme HLM va mettre en place les conditions d'un travail partenarial avec les futurs habitants pour concevoir un projet où il va pouvoir aller un petit peu plus loin dans certaines expérimentations du point de vue de l'écologie, des espaces communs, de la gestion, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, en France, on est très loin derrière des pays comme l'Allemagne, et on cite souvent en exemple une petite ville qui s'appelle Tübingen, qui fait moins de 100 000 habitants, dans laquelle il y a 400 projets d'habitat participatif réalisés. Donc on parle d'une petite ville dans laquelle construire en autopromotion, c'est des projets en autopromotion, c'est vraiment la norme, c'est la routine, et il y a un écosystème à la fois culturel, auprès de la population, mais auprès des professionnels, qui fait que c'est facile et tout à fait normal d'aller voir un AMO, un architecte, etc. pour monter un projet d'autopromotion. C'est très balisé. En France, c'est beaucoup plus marginal, mais on a quand même 700 projets à différents niveaux d'avancement, dont 208 sont livrés, qui représentent à peu près 1500 logements, dont certes, on est encore très loin de représenter quelque chose qui est courant, mais on a quand même un retour d'expérience qui est non négligeable et qui nous permet aujourd'hui d'avoir des processus projets assez rodés et qu'on est capable d'encadrer, de mener à bien sans trop de difficultés. Dans la cible des villes de 20 à 100 000 habitants, il y a 85 projets, dont 31 sont livrés. Alors, quelques mots sur le potentiel pour les centres-villes. Alors, il y a un premier ingrédient qui me paraît intéressant, c'est celui de la dynamique de l'attractivité. On n'a pas encore fait d'études vraiment scientifiques sur ce sujet, mais ce serait vraiment quelque chose à faire. En tout cas, moi, je l'ai constaté, les projets d'habitat participatif, ils infusent autour d'eux, ils participent vraiment à une dynamique territoriale. C'est des lieux d'organisation avec des groupes qui sont force de proposition, qui s'impliquent dans la résolution des problèmes qui les entourent, qui ne vont pas juste aller se plaindre ou mettre en avant des difficultés, et qui installent des lieux, qui sont ouverts, voilà, qui sont vraiment vecteurs d'une vie locale, qui me paraît quelque chose de tout à fait remarquable.
Alors, un deuxième potentiel, c'est de pouvoir travailler sur une offre de logement abordable. Alors, je vous parlais tout à l'heure du travail avec les organismes HLM pour monter des projets mixtes. Il y a un vrai enjeu dans la programmation, d'associer les habitants dans la programmation, c'est qu'on va pouvoir, là encore, construire un programme, y compris sur les plans de financement, qui va vraiment correspondre à un besoin. Donc, dans des très grandes villes, c'est pas forcément essentiel, mais dans des plus petites villes, pouvoir associer la programmation, et notamment des typologies de financement de logement à des besoins réels locaux, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui limite les risques. Et qui va vraiment favoriser la pérennité des habitants et leur ancrage territorial. Il y a évidemment des nouveaux outils fonciers, et notamment l'OFS, qui peut être mis en place dans le cadre d'une démarche d'habitat participatif. On a les pionniers avec le COL à Bayonne qui ont réalisé le premier projet en OFS, enfin BRS, et puis cette logique d'habitat participatif qui est combinée. Et puis enfin, l'autopromotion dont je vous ai parlé tout à l'heure a un potentiel intéressant du point de vue de l'économie des projets, puisque ces collectifs d'habitants autopromoteurs, ils vont produire du logement sans intermédiaire. Donc finalement, il y a aussi une logique d'économie dans le processus de projet, et qui va surtout leur permettre, plus que d'économiser des marges, de s'impliquer, de mettre du temps et de l'énergie dans la réalisation de leur projet, y compris dans le processus d'autoconstruction. Et donc globalement, on va avoir la capacité pour le collectif de mettre plus de temps, plus d'énergie, plus de physique, plus de récupération, de recyclage, etc., pour avoir une influence sur le prix de sortie de son logement. Troisième élément, le lien intergénérationnel, qui est quelque chose qui n'est pas forcément dans la définition de l'habitat participatif, mais que moi j'ai constaté est vraiment porté par l'ensemble des projets, avec un constat de la complémentarité très propice de lier différentes générations dans un projet, parce qu'il y a des complémentarités d'usage qui sont très pratiques, et puis d'un point de vue sociétal qui sont très utiles, puisqu'ils contribuent vraiment à favoriser le maintien à domicile le plus tard possible. Et dans les projets d'habitat participatif, dans les faits, on a vraiment un public très important de seniors qui, cet âge de début de la retraite, où on a encore plein d'énergie pour entreprendre, mais on a conscience aussi que la condition physique elle va évoluer dans le temps, donc on a beaucoup de seniors qui entreprennent des projets d'habitat participatif pour en fait préparer les conditions d'un mieux vieillir ensemble. Et enfin, dernier point, une offre de logement écologique. Les collectifs qui se regroupent, ils vont évidemment réfléchir à l'écologie dans leur projet architectural, et ça c'est presque du bon sens, mais ça va quand même permettre d'aller plus loin dans les projets. Et je pense que c'est un vrai enjeu qui a été vraiment mis en avant dans la région Occitanie avec la projet NoWatt, parce que tous ces dispositifs très innovants autour de l'écologie du bâtiment, très souvent, ils sont quand même très dépendants de l'usage qu'on en fera, et donc de vraiment mettre en place des dispositifs qui associent les futurs habitants à la mise en place de tous ces systèmes technologiques du bâtiment, paraît vraiment essentiel pour assurer une durabilité, un bon fonctionnement de ces bâtiments écologiques. Alors, j'ai fini le sprint sur la présentation de l'habitat participatif. Comment démarrer un projet? Alors, je vais commencer de manière un peu provocatrice avec quelques chiffres qui nous disent que sur 700 projets d'habitat participatif en France, il y en a à peine un quart qui sont situés en centre urbain dense et un pourcentage tout à fait intime en réhabilitation. Donc ça nous laisse à penser, et ça explique pourquoi on a l'image de l'habitat participatif, c'est de la construction neuve à la campagne. Sauf que moi, je viens vous dire que ce n'est pas vrai. L'habitat participatif sans politique publique, c'est du neuf à la campagne. Parce qu'en fait, c'est ce qu'arrivent à faire les collectifs citoyens, d'aller chercher du foncier en territoire non tendu, avec des maires plutôt ouverts, plutôt flexibles, qui les laissent faire un peu ce qu'ils veulent, en tout cas qui sont plutôt ouverts aux innovations. Et donc, les collectifs qui portent du projet après s'être cassés les dents sur du foncier tendu qu'ils n'arrivaient pas à acquérir, ils partent à la campagne, monter leur projet de manière plus facile. Donc en fait, mon propos, c'est plutôt que pour faire du projet en réhabilitation et en centre urbain dense, il faut de la politique publique. Les collectifs tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Un collectif en autopromotion tout seul ne va pas pouvoir y arriver. Et du coup, je vais illustrer un exemple assez éloquent qui a beaucoup fait parler de lui, qui a même été présenté à la Biennale d'architecture de Venise. En quelques mots, ce projet, magnifique projet de la Convention à Auch,
qui est un peu l'illustration du projet merveilleux modèle qu'on voudrait voir partout. De quoi il s'agit? Un bâtiment gigantesque, en plein centre-ville, dans la vieille ville médiévale de Auch. 3000 m² de foncier, 1800 m² habitables. Ça paraît très attractif, mais en fait c'était quand même une friche abandonnée en plein centre-ville. Personne ne savait quoi en faire, notamment parce que c'est absolument pas accessible, uniquement par des escaliers piétons, très grands, très chers à rénover. J'imagine que ça fait écho à beaucoup de situations que vous avez pu identifier beaucoup d'éléments de contrainte. Ça faisait 7 ans que c'était à vendre, et il y a un collectif d'habitants un peu fou qui se lance dans une aventure utopique, celui de se porter acquéreur et de réhabiliter ce grand bâtiment pour en faire 14 logements. Ça, c'est le genre de projet complètement atypique pour lequel, bon, en fait, il faut une configuration un peu parfaite, un grand foncier qui est libre et sur lequel il y a le temps parce que personne n'en veut, donc qui est vendu de manière très économique, justement parce que c'est une problématique assez complexe à aborder, et puis un collectif qui n'a pas peur d'y aller, avec beaucoup de compétences en interne, 3 architectes dans le collectif, et puis qui passe énormément de temps et d'énergie. C'est un projet formidable, mais en le découvrant, en l'étudiant, on sent bien qu'il y a une limite à ce processus qui est quand même, je pense, reproductible, mais difficilement reproductible, parce qu'il repose sur l'opportunité de trouver un groupe qui est quand même hyper costaud et très motivé, voire un peu casse-cou. Et donc, c'est là où je reviens sur le thème de la politique publique. Pour faire un collectif d'habitants, pour aller en centre-ville et pour réhabiliter du bâti ancien, il faut un soutien d'une collectivité, d'un acteur local. Et les 2 éléments clés, il va s'agir donc de réserver un foncier, donc travailler sur une opportunité foncière et de le réserver, pas de le donner, mais de le réserver de la même manière qu'on flèche des fonciers pour certains programmes dans le cadre de la production du logement, et en amorçant un dispositif sécurisé qui va être précisément fait pour que des collectifs d'habitants puissent se lancer dans cette aventure, dans un premier temps avec un certain encadrement qui va contribuer à vraiment encadrer le risque d'échec. Alors je vais vous donner quelques exemples, et je vais commencer par Strasbourg, qui est une ville beaucoup plus grande que la cible du plan Action Cœur de Ville. Mais je suis obligé d'en parler parce que c'est vraiment la ville qui est pionnière en France sur les appels à projets habitat participatif. On a 17 projets déjà réalisés qu'on peut aller visiter en centre-ville de Strasbourg. Et à partir de 2009, ils ont une politique d'appel à projets qui consiste à céder un ensemble de fonciers. Et alors, il y a pas mal d'appels à projets qui se sont réalisés dans beaucoup de villes en France, mais plutôt avec une autre optique qui est celle des projets mixtes, avec plutôt des grosses opérations avec des organismes HLM. Eux, Strasbourg, ils ont voulu travailler sur les dents creuses, en centre-ville, qui sont des petits fonciers sur lesquels ils avaient identifié cette problématique du manque de production de logements, parce que c'est trop grand pour faire une maison individuelle ou une opération individuelle. Enfin, le foncier est trop cher pour faire un seul logement. Et en même temps, c'est trop petit pour intéresser les promoteurs. 4, 6 logements, 3 logements, etc. Donc ils avaient cette situation des dents creuses qui ne correspondait pas à un marché qui fonctionne naturellement et sur lesquels il fallait faire quelque chose. Donc ils ont organisé un premier appel à projet en 2009 qui s'intitulait 10 terrains, 10 immeubles durables. Dans ces appels à projets, il y en a eu 3 depuis, qui ont conduit donc à 17 projets déjà réalisés et encore plein d'autres en cours. On avait donc des parcelles en dents creuses assez petites qui allaient de 120 à 1600 m² pour des projets qu'ils avaient évalués de 2 à 17 logements. Ils ont mis en place un process avec différentes étapes auquel un collectif d'habitants pouvait concourir avec un niveau d'exigence qui correspond à ce que peut faire un collectif d'habitants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'un collectif d'habitants qui découvre le sujet puisse répondre avec le même cahier des charges qu'un maître d'ouvrage professionnel. Et en même temps, ils ont mis en place un accompagnement spécialisé par une association locale qui se chargeait d'organiser des réunions publiques, d'expliquer ce que c'était, d'accompagner les collectifs pour monter leur plan de financement, les accompagner dans les premières démarches. Et en fait, il y a un processus qui est assez progressif dans lequel plus le collectif avance dans ses démarches, plus cet accompagnement il va être porté par le collectif lui-même. Il y a vraiment une phase d'amorçage dans laquelle il faut que la collectivité mette à disposition cet accompagnement. Un autre exemple un peu plus modeste, c'est celui, comme beaucoup de petites villes, Avignon,
donc qui est une ville du plan Action Cœur de Ville, a lancé un appel à projet habitat participatif en 2015 avec trois terrains dont elle avait la maîtrise foncière pour plus grand, donc pour des projets de 20 à 40 logements. Donc là, c'est plutôt des opérations sur lesquelles il y avait besoin de construire un partenariat avec un organisme HLM, mais de la même manière, l'appel à projet, c'est des collectifs d'habitants qui se sont positionnés et qui ont formulé des intentions qui sont très généreuses, qui sont très ambitieuses pour la ville, pour le quartier, et à partir desquels se sont mis en place des partenariats, y compris dans certains cas avec des organismes HLM, dans d'autres cas non, avec un accompagnement pris en charge par la collectivité sur la première phase et ensuite par le collectif sur les phases suivantes. Et ensuite, et je vais conclure sur cet exemple, le dispositif que j'appellerais celui de la cession encadrée, et ça c'est un processus qui est très classique, qu'il s'agit de vendre un foncier, non pas un promoteur, mais un collectif d'habitants qui se porte acquéreur. Mais là, il y a une expérience sur laquelle je travaille personnellement. On a lancé ce projet précisément hier soir à Marseille, avec un contexte dont vous avez évidemment entendu parler, de ces centaines d'immeubles dont personne ne sait que faire, qui coûtent une fortune à réhabiliter, et dont la politique publique, pour l'instant, est de charger des concessionnaires de recycler ces immeubles, et pour l'instant l'orientation c'est d'aller voir les bailleurs sociaux en leur disant retapez ça. Et alors des immeubles comme ça qui sont complètement en ruine, où on peut faire 4 logements, les bailleurs sociaux, personne n'en veut. Et en fait, personne n'en veut, personne n'en veut, personne n'en veut, il n'y a pas de solution. Donc là, la proposition qu'on est en train de mettre en place, c'est la vente de cet immeuble à un collectif de 4 foyers, qui va se porter acquéreur des lots de copropriété à un prix qui est absolument symbolique, ça vaut absolument rien, mais qui va porter donc un projet de réhabilitation avec un accompagnement qui est pris en charge par le concessionnaire sur la première étape, avec l'ANA et un comité de pilotage qui associe la politique de la ville, etc., pour bien suivre ce projet de telle sorte qu'il puisse être exemplaire, et puis lever les différentes difficultés qui vont pas manquer de se poser en termes de préfinancement avec l'ANA, d'autorisation, de processus, etc. Donc on est encore un petit peu sur l'expérimentation. Et puis l'enjeu, c'est bien de mettre en place une nouvelle typologie de maîtrise d'ouvrage pour se réapproprier des immeubles, porter des opérations et recréer des dynamiques qui créent une image positive pour le quartier. Et je vais m'arrêter là, et évidemment, le débat est ouvert. Non, vous n'allez pas vous arrêter là parce qu'on a quelques questions à vous poser. Alors merci déjà pour cette revue de projet qui montre bien l'éventail des possibles. On voit bien que la France, elle a encore beaucoup de chemin à faire. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tous les exemples de référence sont à Zurich, à Tübingen et à Strasbourg, qui, comme par hasard, est au contact de l'Allemagne. Donc, est-ce que ça veut dire que vraiment c'est un problème culturel déjà avant d'être un problème foncier, architectural et autres? Est-ce qu'il y a ça derrière? Alors, historiquement peut-être. Et je pense que la première grande différence, en fait, les pays où il y a beaucoup d'habitat participatif, c'est les pays où il n'y a pas de politique du logement social centralisée. Donc le fait que les mécanismes de financement auprès de la Caisse de dépôt soient uniquement réservés à des organismes qui ont des agréments ministériels, etc., empêche, ou en tout cas rend assez complexe la capacité de collectifs citoyens d'accéder à ces mécanismes de financement qui permettent de financer sur le long terme. C'est plus compliqué. Néanmoins, on voit que ça change, et il y a vraiment un tas de villes qui ont lancé des appels à projets habitat participatif, et il y a vraiment un changement sur ce constat. L'autre exemple très intéressant que vous avez cité, d'ailleurs en limitant d'ailleurs le périmètre, hein, c'est sur la convention à Auch. Donc on voit bien que dans cette histoire, là, vous avez bien parlé d'un collectif où il y a plusieurs architectes qui sont déjà dans le système. Est-ce que ça veut dire que pour ces opérations, eh ben, il est mieux d'intégrer l'architecte tout de suite, voire même le faire participer, si je puis me permettre ce jeu de mots, à l'opération, c'est-à-dire ne pas se contenter de l'appeler comme on pourrait dire un architecte maître d'œuvre, là vraiment dans le mettre dans la boucle. Est-ce que c'est ça la condition aussi de la réussite? Mais en fait, les projets en autopromotion, mais je fais une petite métaphore en disant que c'est des vrais bureaux d'études. En fait, leur stratégie, une des principales difficultés de l'autopromotion, c'est de préfinancer les études préopérationnelles.
Quand on est dans cette phase où on n'a pas encore déclenché les emprunts bancaires, où on n'est pas encore sûr que le projet va se faire, ben, un promoteur immobilier, il prend des risques, il finance des études préopérationnelles. Le collectif d'habitants, il a des difficultés pour engager ce montant. Donc en fait, sa principale stratégie pour pas trop sortir de sous en préopérationnel et de pas prendre le risque, il va pas obtenir d'emprunt, etc. sur ce genre sur cette phase préopérationnelle, ben en fait, c'est d'internaliser les compétences et donc d'avoir un architecte dans son groupe, c'est le meilleur moyen de faire bosser un architecte gratuitement. Dans les faits. Mais on peut évidemment pas mettre ça... C'était pas le sens de ma question. Mais non, mais c'est exactement ça qui se fait. Hein. C'est exactement ça qui se fait. Et moi, je connais des projets dans lesquels il y a un juriste, un architecte, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les collectifs, souvent, ils vont voir un architecte en lui disant « Vous pourriez nous voir, travailler avec nous pour étudier le truc, etc. On n'a pas trop de sous. » Et en fait, les architectes, ils voient ça et ils disent « Mais c'est génial, mais en fait, moi, ça m'intéresse, mais je rentre dans votre collectif aussi. Ah. » Donc en fait, c'est aussi une démarche de s'entourer de compétences et de la capacité des collectifs à créer, à fédérer autour d'eux. Oui, puis les architectes sont assez militants, comme tous ces habitants, pour qu'ils se lancent dans cette opération. Il faut que ce soit des gens qui y croient et qui ont envie de vivre autrement. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de projets qui sont des projets écologiques intéressants, où il y a des tas de tests, c'est de l'expérimentation, quoi. Mais quand on met le doigt dedans, on tombe amoureux, on lâche plus. Hein. Dites alors, par rapport à tout ça qui était passionnant, on s'aperçoit quand même qu'il y en a plus qu'on ne pense, parce qu'on en connaît tous un ou deux, mais là, on s'aperçoit qu'il y en a quand même pas mal qui sont en projet, mais il faudrait qu'il y en ait encore plus. Est-ce que vous pouvez nous développer, parce qu'on n'est peut-être pas tous au courant, ce nouvel outil foncier OFS, et d'un autre côté, de nous parler des dispositifs sécurisés que vous avez juste évoqués pour que ce type d'opération puisse voir le jour et avec le moindre risque, puisque des villes qui sont ici sont intéressées pour développer ce type de projet, mais encore faut-il qu'on ait une connaissance. Malheureusement, chez Architecte, c'est la qualité où j'aurais voulu vous poser des questions sur comment on fait dans le patrimoine de Auch, mais je pense que ici, plutôt la question, c'est comment on fait, comment on sécurise, quel est le dispositif pour monter ce type de projet. Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, donc l'OFS, on commence à en parler pas mal. C'est plutôt une bonne chose, c'est pas du tout réservé à l'habitat participatif, hein, pour le coup, je dirais au contraire. Donc l'OFS, c'est un outil de portage foncier qui vient un peu comme, alors c'est mon point de vue, hein, comme une alternative au PSLA, à l'accession sociale, et notamment dans l'objectif de pérenniser l'investissement public sur l'accession sociale dans le temps. Donc l'OFS va porter le foncier et va louer le droit d'usage d'utilisation du foncier pour les différents logements qui vont être réalisés dans le cadre de cette opération immobilière. Et donc, les acquéreurs vont être soumis à plafond de ressources pour acheter une opération immobilière dans laquelle il n'y a pas de prix de foncier intégré. Donc, dans un contexte au foncier tendu, ça peut représenter une baisse du coût d'achat tout à fait considérable parce que le foncier est porté par un autre mécanisme de financement qui est extérieur au projet, qui est en général monté par une collectivité ou des organismes publics qui vont porter un emprunt Caisse des dépôts sur 80 ans ou des durées assez longues et qui va avoir un modèle économique qui va reposer sur des loyers que vont régler les propriétaires des logements à travers un nouveau bail qui s'appelle le bail réel solidaire. Et une deuxième caractéristique des acquéreurs de ce bail réel solidaire, en plus de payer donc ce loyer pendant toute la durée, alors qu'évidemment il y a un vrai enjeu sur le montant de ce loyer, hein, si c'est le prix d'un logement, ça n'a aucun intérêt évidemment, il faut que ça reste relativement modeste. Et le deuxième élément qui est vraiment intéressant pour les collectivités territoriales, c'est qu'il y a un contrôle sur le prix de revente, et donc quand on cède un BRS, qu'on revend donc son logement, il va y avoir l'OFS qui va avoir un prix de regard sur le montant de la cession et qui permet donc de pérenniser une offre d'accession sociale dans le temps, beaucoup plus que dans le cadre du PSLA, où après la limite des 10 ans, on peut revendre au prix du marché libre, et donc on se retrouve avec du logement prix du marché après 10 ans. Donc ça, c'est sur la question FS. Et sur la question encadrement sécurisé, en fait, c'est assez simple, j'aurais envie de dire, dans le cadre de toute politique publique de promotion de l'habitat participatif, on se pose évidemment la question du risque que ça ne marche pas, qu'un collectif d'habitants arrive plein de rêves, sans connaître évidemment, sans forcément toutes les compétences nécessaires pour monter un programme immobilier, et c'est normal qu'un collectif d'habitants se présente comme ça. Et donc évidemment, il faut baliser les risques. Donc baliser les risques, ça repose sur deux choses.
d'une part, un accompagnement, il y a des professionnels, il y a des AMO, il y a des structures locales qui existent à peu près sur tout le territoire, et nous, on les connaît tous dans Habitat Participatif France, donc très volontiers, je vous donnerai les coordonnées des gens qui bossent chez vous, et qui vont encadrer ce processus. Et puis le deuxième élément, c'est un processus de cession qui vient par phase. Dans une première phase, on va s'intéresser au projet du collectif. Est-ce que le collectif il est solide? Est-ce qu'il a un plan de financement? Est-ce que c'est viable? Une deuxième phase, on va l'aider pour aller plus loin dans un montage de projet qui va se confronter à un programme, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans la promotion immobilière. Et dans la phase 3, on va avoir une promesse de vente avec des clauses suspensives qui vont pouvoir se mettre en place. Et cette gradation par phase, ça permet que si un collectif ne passe pas la phase 1, à laquelle on a donné 3 mois, 6 mois, on peut leur donner 3 mois, on leur redonne 3 mois, etc. Et au bout de ces 3 mois ou de ces 6 mois, on leur dit stop, ça ne marche pas. Éventuellement, il y en a un autre, on recommence à zéro, mais ce n'est pas tout un projet qui s'effondre. On va peut-être ouvrir des questions à la salle, parce que j'imagine qu'ils brûlent d'envie de vous en poser quelques-unes sur leur cas très particulier, parce qu'à chaque fois, c'est le forum des solutions. Donc, vous voyez, c'est très ciblé, circonstancié, contextualisé, et c'est ça qui est intéressant dans cette opération. Qui voudrait poser une question, interroger, pour aller plus loin dans un des secteurs qui a été... Madame ? Oui. Attendez, à l'investissement de la... Merci, bonjour, Ville de Cahors. Des questions peut-être simplement sur la contribution, la participation des collectivités dans le cadre de ces accompagnements des habitants. Est-ce que, au vu du retour qui a déjà été fait des projets connus, vous avez un estimatif ou une enveloppe de cette participation, peut-être en pourcentage d'un projet total ou je ne sais pas comment on pourrait le définir, mais quelle est la part, en fin de compte, de travail réalisé en temps et peut-être en chiffres aussi de la collectivité? Une mission d'AMO sur l'amorçage d'un projet, ça va, l'ordre de grandeur, c'est quoi? C'est 20 000 euros, je pense, quelque chose comme ça. Entre 15 et 30 000 euros, on va dire. Pour faire la faisabilité. Pour faire une FESA, monter un règlement d'appel à projet et puis encadrer une phase 1 avec quelques ateliers. Allez, je pense qu'avec 30 000 euros, on est large. Pour l'ordre de grandeur. Par rapport à un coût total d'un projet, parce que 15 000, 30 000 euros, ça serait pour n'importe quel type de projet, j'imagine que non. Donc, Si, ça a assez peu d'influence finalement, puisque c'est plutôt une mise en place d'un process qui va être sensiblement similaire, quel que soit le nombre de logements de l'opération. Et c'est bien un enjeu, en fait. On a des vraies difficultés à financer de l'AMO sur un projet de 4 logements, alors que quand on est sur des gros projets, ça rentre même dans le budget global de l'opération. Et en temps passé? Sur le premier, plus que sur le deuxième. En temps passé par rapport à, je sais pas, les exemples que vous avez montrés, j'imagine qu'effectivement vous avez évoqué un temps peut-être un peu réduit sur la fin, puisque vous laissez plus la participation des habitants à construire leur propre projet. Mais au démarrage, j'imagine qu'il y a un temps d'accompagnement nécessaire, peut-être un partenariat à mettre en place avec les partenaires habituels que l'on a en termes de financement, etc. Donc il y a quand même un coût de ressources humaines qui est à établir. Je ne sais pas s'il y a un peu un retour d'expérience là-dessus. Oui, évidemment, et notamment quand ça ne se passe pas comme prévu. Mais pour revenir un peu sur cette logique de l'AMO, je vais prendre l'exemple d'opérations plus grosses, 30-40 logements avec un organisme HLM. L'accompagnement global d'un collectif d'habitants, donc de 30-40 foyers, du début vraiment de la programmation jusqu'à la livraison, l'ordre de grandeur, ça va être à peu près 100 000 euros. Et ça rentre très facilement dans le cadre d'un budget d'opération, parce que c'est beaucoup moins que les frais de commercialisation qu'a intégré déjà l'organisme HLM dans son budget d'opération, notamment dans le cas d'opérations où il y a de l'accession sociale. Et donc le petit coup de pouce, quand je disais 20 000, 30 000 euros, c'est le démarrage en fait. Là où potentiellement il n'y a pas encore on est sur de la faisabilité, on va chercher les partenaires, etc. Et ce temps passé, j'aurais envie de dire, dans des configurations qui sont assez favorables, ça peut aller assez vite. Dans le cas d'Avignon que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a eu des catastrophes industrielles dans la maîtrise foncière notamment, qu'on crée un temps passé qui est gigantesque.
parce que quand même, il y a eu des vraies défaillances dans les processus de cession foncière, notamment dans les services de la ville. Donc, ça, en fait, pas dans les services de la ville, mais plutôt dans les interfaces avec ces histoires de Grand Avignon, de Ville d'Avignon, de trucs qui se repassent d'un morceau à l'autre. Et je pense que c'est difficile c'est forcément un petit peu plus de temps. Et si on prend l'exemple de Bayonne, par exemple, que vous avez cité en référence, le col, justement, est-ce que ça répond justement à déjà les 15 à 20 000 pour démarrer, puis ensuite... Mais en fait, le col, ce qui est génial quand on arrive dans cette configuration-là, c'est que c'est une coopérative HLM qui ne fait que de l'habitat participatif, qui a déjà au moins une dizaine de projets réalisés derrière lui. Donc, elle a une expérience là. Mais eux, ils sont capables d'aller voir n'importe quelle collectivité et de leur dire c'est le même coût, c'est le même délai, il n'y a aucun problème, parce qu'on sait faire, c'est rodé. Donc, ils peuvent aller à Cahors. Ben oui, peut-être. Super, bienvenue. Autre question? Bon. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup. Et puis, de toute façon, on peut rester en contact pour des précisions s'il y a des montages de projets, ce que j'espère dans ce sens-là. Voilà, merci. Merci, je suis à votre disposition, évidemment. Merci. Merci bien. Alors, on va enchaîne passer...